Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 17 août 2023. Sans plus tarder, on va commencer avec notre tournée dans l'actualité. Nous allons parler du président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé que le gouvernement travaille depuis 8 ans à travers tout le pays, ajoutant qu'il n'y a pas de zones qui n'ont pas profité du développement, que ce soit d'Aswan à Saloum, et ce dans le cadre de la vision de 2030 de l'État. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa rencontre hier avec les habitants de Matloua, de Saloum et de Sidi Barrani pendant sa tournée d'inspection dans le gouvernorat de Matloua. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'État œuvrait à réduire l'impact de la crise économique qui a eu lieu à la suite de la guerre russe et la crise du coronavirus à travers les programmes qui sont mis en œuvre. L'Égypte fait face aux conditions générées par les deux crises, a indiqué le chef de l'État lors de sa rencontre hier avec les habitants de Matloua, soulignant le grand défi auquel l'État a été confronté en 1967, qu'il a réussi à surmonter en 1973. Le président el-Sisi a également souligné que l'État ne pouvait pas affronter seul les défis, mais qu'avec la compréhension et la prise de conscience des Égyptiens, nous pouvons réussir, selon lui. Le chef de l'État a affirmé que le gouvernement travaille depuis 8 ans dans tout l'État égyptien, ajoutant qu'il n'y a pas de zones qui n'ont pas profité du développement d'Aswan à Saloum, et ce dans le cadre de la vision 2030 de l'État. Le président a également indiqué que les circonstances actuelles que traverse le pays représentent un des nombreux défis auxquels l'État est confronté, notamment le terrorisme auquel l'Égypte a été confrontée depuis 2011, soulignant qu'il existe un vaste programme de développement pour les habitants du Sinaï. Les projets ciblés dans le gouvernorat de Matloua, que ce soit des ports, le train à grande vitesse ou les villes en construction, auront un très grand effet au cours de la période actuelle, a poursuivi le chef de l'État lors de sa rencontre avec les habitants de Matloua, de Saloum et de Sidi Barrani. Les projets mis en œuvre par l'État, qu'il s'agisse de nouvelles villes ou le train à grande vitesse de Gargoub à Salem, profiteront aux habitants de Saloum, sans compter le terminal de Saloum qui permettra d'augmenter le commerce avec la Libye, a indiqué M. el-Sisi. Une zone logistique sera également construite sur une superficie de 300 feddans, en plus du terminal de Saloum, pour assurer des emplois dans le cadre du plan de développement ciblé dans le gouvernorat de Matloua et dans la zone occidentale, a-t-il fait savoir. Les villes d'El Alamein et de Ras El Hekma ont tous des projets mis en place le long de la côte. Ils réaliseront un grand boom commercial et économique grâce aux zones industrielles, aux écoles, aux universités et aux hôpitaux qui seront construits, a dit le président el-Sisi, notant qu'un grand intérêt sera accordé aux habitants de Matloua pendant la période actuelle. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé avoir reçu avec un intérêt extrême une série de résultats du dialogue national comprenant des propositions législatives et des mesures exécutives dans tous les volets politiques, économiques et sociaux. Alors, sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il remerciait tous ceux qui ont participé à la rédaction et à la formation et à la formulation de ces résultats et a souligné qu'ils seront renvoyés aux autorités concernées de l'État
pour les étudier, pour en exécuter ceux qui seront applicables dans le cadre de ses pouvoirs légaux et constitutionnels. Le président al-Sisi a également indiqué qu'il soumettra les points qui auront besoin d'un amendement législatif à la Chambre des représentants pour examiner les mécanismes exécutifs et législatifs. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion au siège du gouvernement donc à la Nouvelle Alameen pour examiner un nombre de propositions visant à promouvoir les ventes immobilières. La réunion a regroupé le gouverneur de la Banque centrale, les ministres de la Justice, du Plan et de l'Agriculture, ainsi que nombre de responsables concernés. Et si on parle économie, on va s'intéresser aux investissements directs étrangers nets en Égypte qui ont augmenté significativement en 2022, a annoncé le Centre d'information et de soutien à la prise de décision selon le rapport sur l'investissement mondial pour 2023 publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Alors les flux des investissements directs étrangers nets en Égypte ont augmenté pour atteindre 11,4 milliards de dollars en 2022 contre 5,12 milliards de dollars en 2021, enregistrant un taux de croissance plus du double d'après le rapport. Ces statistiques font partie de l'analyse publiée par CAPMAS, dans la perspective de l'investissement mondial à l'ombre de la crise russo-ukrainienne qui a éclaté depuis février 2022, ainsi que sur l'investissement en Égypte dans le cadre de la conjoncture mondiale. Alors, selon le rapport, l'Égypte se classe au premier rang en termes de flux d'investissement vers le continent africain, représentant 25% du total des flux d'investissement directs étrangers vers l'Afrique en 2022, suivi de l'Afrique du Sud et de l'Éthiopie. Alors le volume des flux d'investissement directs étrangers vers l'Égypte représente environ 75,8% du total des flux d'investissement vers les pays d'Afrique du Nord, qui s'élevait à 15 milliards de dollars en 2022. On reste dans le domaine de l'économie avec cette fois-ci le ministre du Développement local, Hicham Abna, qui a tenu une réunion avec plusieurs responsables des gouvernorats au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative pour suivre l'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente ou Haya Karima. Il a affirmé que le Premier ministre avait ordonné d'accélérer le fonctionnement des complexes de services gouvernementaux pour améliorer les services dispensés aux citoyens. Le ministre a souligné l'importance de la coordination entre les autorités exécutives et les entreprises opérant dans ces projets pour éliminer tout obstacle entravant leur mise en œuvre. Et le ministère des Waqf renforce ses efforts de plaidoyer et de sensibilisation portant sur la protection des enfants et leur droit à une éducation correcte. Dans un rapport, le ministère a indiqué avoir consacré les discours de la grande prière de vendredi dernier à la sensibilisation aux droits de l'enfant, y compris son droit à la vie digne, à la construction de la famille et aux moyens de la préserver. Le ministère a dressé le bilan des activités organisées en la matière, entre autres deux colloques tenus chacune à part avec l'autorité nationale de la presse, l'autorité nationale des médias sur les droits prénataux et postnataux de l'enfant, le bon exemple et son impact sur l'éducation des enfants. Un peu de culture à présent avec la ministre chargée de la culture, Nivine El-Kelani, qui a pris part à la cérémonie de la compétition intitulée La culture de mon pays, organisée par le complexe des recherches islamiques d'Al-Azhar. L'événement se tient sous le parrainage du grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, en coopération avec le Conseil suprême de la culture, le Centre national de la culture pour l'enfant, ainsi que le ministère du tourisme et des antiquités. Dans son allocution prononcée à l'occasion, la ministre de la Culture a dit que cette cérémonie constituait une façon d'ancrer le rôle pionnier d'Al-Azhar, rappelant que la compétition La culture de mon pays, donc, permet de mettre à l'honneur les étudiants les plus informés de la culture de l'Égypte, ainsi que les étudiants
étrangers. Elle a ajouté que les séquences vidéo présentées par les étudiants égyptiens et étrangers ont révélé une grande intégration et ont permis de même répandre la culture égyptienne authentique parmi les étrangers. C'est d'ailleurs ce qui aura un grand impact sur la diffusion de la culture, de la tolérance et de l'amour entre les peuples du monde musulman. Allez, on va s'intéresser au tourisme, un tourisme qui mêle aussi la culture, puisqu'on va parler d'une mosquée en particulier. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mostafa Waziri, a inauguré la mosquée Al-Aqmar à la rue El-Mouaez, au cœur du Caire historique. Waziri a expliqué que ce projet s'inscrivait dans le cadre du projet de développement du quartier du Caire historique. Voici des images commentées. En inaugurant la mosquée Al-Aqmar à la rue El-Mouaez, au cœur du Caire historique, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri, a précisé que les travaux de restauration avaient commencé en octobre 2022, avec un montant de 14 millions de livres égyptiennes, financé par la secte indienne des Bohra. Il a ajouté que le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par le Conseil suprême des Antiquités, accordait un grand intérêt à la zone du Caire historique. Les travaux du projet de restauration et d'aménagement renferment la maintenance de la façade principale en pierre de la mosquée, le nettoyage de suie et de la saleté des piliers en marbre, le maintien des inscriptions en plâtre de la façade, la restauration des portes et des fenêtres en bois, du minaret et des murs, en plus de dômes et ses fenêtres. La mosquée Al-Aqmar est considérée comme l'une des plus belles de la période fatimide et l'un des plus anciens exemples de petites mosquées égyptiennes. Son élément le plus intéressant est sans doute sa façade ouest, l'une des plus anciennes façades de pierre de style islamique existantes, décorée dans un style riche et varié. La façade intègre les éléments traditionnels de l'architecture islamique, porche monumental et niches formées d'arcs polyboïs, muqarna ou stalactiques et inscriptions coraniques et honorifiques. La façade est ornée de bandeaux épigraphiques sculptés en style gothique fleuri. L'intérieur de la mosquée mesure 28 x 17,50 mètres. Au centre se trouve une cour carrée ouverte de 10 mètres de côté, entourée de 4 espaces couverts à colonnades. Le plus profond est celui de la Qibla, composé de 3 colonnades, alors que les 3 autres n'en possèdent qu'une. La mosquée Al-Aqmar fut conçue en 1125 par le calife Abu Ali al-Mansour, 7e calife de l'État fatimide en Égypte. Alors, on remercie notre collègue Aïcha qui nous a fait une présentation détaillée de cette mosquée. Et justement, on va parler sur le plan touristique à présent avec notre invité, Monsieur Hazem Hassan, pour nous parler de la particularité de cette mosquée, mais aussi de comment attirer plus de tourisme en rénovant nos sites. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors c'est vrai que nous avons la chance d'avoir une histoire très riche à travers toutes ces périodes et il faut dire que la période fatimide nous a laissé quand même de très beaux cadeaux avec notamment ces très belles mosquées. Et avec le temps malheureusement ces mosquées se dégradent et aujourd'hui il faut dire qu'elles coûtent beaucoup à l'État pour pouvoir les restaurer et les rénover, mais en même temps c'est une chose qui est obligé, un passage obligatoire pour pouvoir préserver nos monuments. Exactement, tout le monde le sait maintenant, même les touristes qui sont venus, ils ont vu comment l'État égyptien a donné beaucoup d'importance au développement de la rue principale de la ville du Caire. Et là, je parle justement du Caire fatimide. Et là, donc, on voit la rue d'El Mouaez qui possède des trésors, des bijoux d'architecture islamique. Et on voit qu'entre ces bijoux, on trouve vraiment un petit diamant qui s'appelle la mosquée de l'Aqmar. Cette mosquée, elle était construite par le ministre Al-Ma'moun al-Bata'ahi et il était justement, il a servi l'Égypte à l'époque du calife
l'Amr Bahkamillah, et c'était entre 1121 et 1125 après Jésus-Christ. Cette mosquée, elle est très particulière parce que malgré sa beauté, elle était malheureusement très maltraitée. L'état de conservation, justement, à cause des gens qui ont négligé complètement cette mosquée magnifique, malgré sa petite taille. On voit qu'il y avait beaucoup de détritus, il y a beaucoup de pièces qui manquent, d'éléments d'architecture qui manquent. Donc la main de la négligence a touché gravement cette mosquée. Et là, donc, dans le cadre des efforts de l'État égyptien et le ministère des Antiquités, on voit que cette mosquée a commencé à prendre vraiment son importance. Quand on regarde l'architecture de cette mosquée, on voit qu'on a utilisé, le Mamoun al-Basraïh, le ministre de l'Égypte à l'époque, il a utilisé des pierres calcaires magnifiques. On voit vraiment ces pierres calcaires dans la matinée, dans la journée, comme du calcaire normal avec une petite brillance, mais ça change tout complètement. Quand on voit cette pierre au niveau de la façade, qui a une translucidité qui est comparable au marbre égyptien, l'albâtre. Donc on voit que la nuit, quand c'est éclairé, on voit vraiment la qualité de la pierre magnifique. On voit au niveau de l'architecture même comment on a gravé les versets du Coran sur les parois, sur la façade. Déjà sur la façade, on voit justement une niche sublime, des variétés justement de nids d'abeilles et de stalactites à l'intérieur de la mosquée, les arches dans la mosquée même, vraiment un petit diamant. Alors, quelle était l'ambition autrefois de faire ce quartier qui, les mosquées, il faut le dire, même si c'est même pas le quartier, c'est la rue où les mosquées sont presque quasi toutes empilées les unes aux autres. Tout à fait. On voit que justement cette rue, surtout la rue d'El Moez, est riche avec ces mosquées. Et on doit quand même reconnaître, puisqu'on parle justement de ces travaux, l'effort du groupe El Bohra qui sont venus de l'Inde et qui disent que justement ils sont les descendants des premiers imams chiites qui ont prêché justement le culte chiite à l'époque des Fatimides, et ils sont revenus justement pour faire des travaux extraordinaires. Le chef du groupe, il était honoré par le président égyptien, qu'il a reçu une décoration de la part du président égyptien, le président Abdel Fattah el-Sisi, pour les remercier pour leurs efforts. Parce que justement, au niveau de la restauration et tout, ils ont fait non seulement sur le plan de cette mosquée, mais ils ont participé aussi en faisant un grand effort pour les travaux de restauration dans la mosquée d'Al-Hakim. Oui. Et bien sûr, ils ont participé également dans le financement du projet de l'Azhar Park. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres. Malheureusement, je suis obligée de mettre fin à notre discussion très riche. Merci à vous pour toutes ces explications. On se quitte avec un autre sujet touristique. Cette fois-ci, je vous propose un sujet qui nous a été préparé par Hadi Osman et Chérif Bossela. La mission archéologique égyptienne du département central des Antiquités submergé du Conseil suprême des Antiquités a découvert les restes d'un navire coulé et un certain nombre de jarres du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ceci lors des travaux de plongée et de prospection archéologique sur un site submergé en mer Méditerranée à environ 650 mètres de la plage d'Al-Alamin. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mostafa Waziri, expliquant l'importance commerciale de la région d'Al-Alamin et de la côte nord au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans laquelle il y avait de nombreux ports commerciaux, en plus de l'importance scientifique, car la découverte fournit de nouvelles preuves du statut de l'Égypte et de la région en termes de commerce, d'économie et de tourisme. Au cours de l'enquête archéologique dans la région, des restes du bois du navire coulé ont été trouvés en plus des centaines d'artefacts en poterie, y compris un grand nombre de pots importés de l'île de Rhodes en Grèce.
Ces pots étals utilisés dans le passé pour le stockage et le transport du vin, ces pots ont été retrouvés reposant sur une île engloutie à côté du navire, ce qui confirme que la raison du naufrage du navire au cours de son voyage commercial est susceptible d'être le choc de son fond sur l'île au fond de la mer. Le navire qui a été retrouvé est un navire commercial datant du IIIe siècle, ce qui montre le flux commercial entre l'Égypte et les pays méditerranéens à cette époque, car on sait que la côte nord comptait environ 30 villages, villes et ports à l'époque grecque et romaine. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Net TV International. Très bientôt. Au revoir.